Comment un dev freelance peut faire pour bien négocier son prix? Quelles sont les différences entre être salarié ou être freelance? Pour vous, j'ai interviewé Pierre Dufour, dev freelance depuis 10 ans et il nous donne son parcours, sa vision du métier. Et salut à tous, c'est Raph, sur cette chaîne je parle du monde du travail, de la tech et on passe direct à l'interview. En freelance, donc ça on avait déjà discuté en off, mais grosso modo, qu'est-ce qui change entre ton boulot en tant que freelance et ton boulot quand tu étais en CDI? Pas grand chose. Je discute avec des collègues qui sont en CDI qui me disent ouais, j'aimerais bien me lancer en freelance, je sais pas, j'ose pas, est-ce que je prends le risque et tout, et je leur dis mais en fait le marché de l'emploi en info il est vaste de chez vaste, vous pouvez vous lancer, il y a aucun souci, et en plus le métier il est identique quoi. C'est-à-dire que en fait t'as envie de passer en freelance, peut-être que tu peux trouver un arrangement avec ta boîte pour rester dans le même poste mais juste passer freelance. Souvent aujourd'hui le métier de freelance c'est un peu entre guillemets du salarié déguisé. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde ce que je dis, mais c'est un peu la réalité aujourd'hui. C'est que moi je fais beaucoup de régie, donc je suis freelance mais je suis directement intégré dans une équipe de dev. Donc aujourd'hui je gère pas forcément mon temps comme un véritable freelance, c'est-à-dire que moi ma journée de travail elle commence à 9h avec un daily meeting et puis elle se finit, enfin elle est jalonnée de petites réunions, de cérémonies Scrum peut-être, et puis voilà, je discute avec mes collègues et au final mon boulot de freelance il est quasiment identique à un boulot de salarié d'une entreprise quoi. Ouais, je précise pour les gens qui vont regarder cette vidéo que c'est vrai qu'on se fait souvent l'idée du freelance, de la personne un peu digital nomade qui bosse de là où elle veut, de chez elle, à l'autre bout du monde, etc. En fait, j'ai l'impression quand même que c'est assez dépendant de la techno et de la target. Et en C#, on va souvent tomber quand même sur les grosses applis faites par des grosses entreprises. Donc on est sur en termes de taille et de volume, on est sur des choses assez importantes et du coup on est sur des inerties assez grosses et des organisations de travail très structurées en équipe, en grosses équipes, etc. Donc c'est assez rare de tomber sur des jobs. Enfin, c'est la majorité des jobs en C#, en effet, c'est plus souvent on va te proposer d'aller bosser chez le client, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que tu as tout à fait raison sur le sujet de la techno, c'est-à-dire que je pense surtout sur ces technos-là qui sont assez utilisés par effectivement des grands groupes, on est un peu obligé de se plier à cette machine du grand groupe qui est pas très flexible et qui va t'imposer sa manière de travailler. Et souvent quand t'es dans un cycle de dev, t'es un peu obligé de rentrer dans le moule et t'intégrer dans une équipe et t'as pas forcément le choix en fait. Et souvent les projets qu'on fait en .NET, c'est des gros projets, on peut pas forcément déléguer à un freelance qui va travailler dans son coin, qui va pouvoir travailler à son rythme. C'est pas comme une mission de front où le gars il va pouvoir faire son site web tranquille, tu vois, sans être embêté, et qui va pouvoir gérer son temps un peu comme il veut. Là, effectivement, on est dans une équipe et on n'a pas trop le choix, quoi. Ouais. Bon, moi, j'avoue que mon parcours est assez similaire sur ce plan-là, en tout cas. Déjà, merci de nous avoir raconté tout ton parcours. Ça permet de mettre du contexte aussi. Tu parlais de vendre ton temps au tout début. Quand on est entrepreneur, on essaie de vendre un produit. Lorsqu'on est freelance, on vend notre temps. Donc en fait, si tu bosses une journée, tu factures une journée. Si tu bosses 2 journées, t'en factures 2. Si tu pars en vacances, t'en factures 0. Moi, sur 10 ans, je crois que j'ai été du coup freelance, comme tu dis, 7 ans, je crois, sur 10. Ok. C'est vrai que j'ai été en CDI pendant 2 ans. Je suis passé freelance. C'est qu'il y a à peu près 1 an et demi où je me suis dit, vas-y, je vais rentrer en CDI quelque part. J'ai l'impression quand même que dans ton idée de créer des outils, etc., d'essayer de vendre des outils, il y a un peu cette vision entrepreneur de te dire, j'ai envie de faire quelque chose de plus riche. Et du coup, qui dit faire quelque chose de plus riche, dit forcément faire moins de dev pur tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut quand même aller marketer ton truc, faut aller le chercher, faut trouver les idées, faut développer des projets, etc. Et ça, c'est du temps sur lesquels, quand t'es payé que à faire du dev, t'es pas payé. Donc, lorsqu'on dit vendre son temps, en fait, en réalité, on dit aussi, j'aimerais bien gagner ma vie à faire autre chose que du dev. Et c'est vrai que je crois que j'arrive à un moment où, après 10 ans de dev, je crois que j'ai aussi envie de faire quelque chose d'autre, tu vois. Et au contraire, le fait de partir sur un projet qui pourrait diversifier mes activités, je crois que c'est quelque chose qui m'attire. Apprendre à vendre, à concevoir un truc différent, manager aussi, tu vois. Là aujourd'hui, t'es freelance, tu peux pas forcément embaucher des gens, sinon tu refais une mini ESN, et je trouve, moi personnellement, ça m'intéresse pas du tout. Encadrer une équipe et mener ta propre barque, tu vois, c'est un truc qui m'attire beaucoup. J'ai envie d'essayer d'explorer ce monde-là et d'arrêter de faire que du dev et de coder, tu vois, toute la journée, et de rester
rester dans le dev, parce qu'au final, même si t'es lead ou même si tu vois, tu fais de la review de PR ou tu fais, enfin voilà, t'as des réunions en plus dans ta journée, mais au final, ta journée, elle reste centrée autour du dev, faire un petit peu autre chose, quoi. Qu'est-ce qui t'a motivé toi à faire ce métier? Parce que tu disais que c'est au lycée que t'as découvert la prog. Est-ce que c'est la prog en tant que telle ou est-ce qu'il y avait d'autres choses qui ont composé cet objectif de carrière? Non, je pense que c'est vraiment la prog en tant que telle. Et je pense même qu'au lycée, j'avais pas vraiment de notion de métier de développeur, tu vois. Je pensais que c'était très flou. Enfin, à aucun moment je me suis dit quand j'étais au lycée, ouais, je vais être dev. Mais en fait, cette perspective de, à partir de lignes de code, de faire fonctionner quelque chose, tu vois, ça m'a tout de suite paru super intéressant. Et je me suis dit, je veux continuer dans cette voie sans forcément penser au métier de dev en lui-même. Parce que moi, en fait, je suis vraiment pas quelqu'un de créatif. Donc, en fait, cette idée de réussir à concevoir quelque chose en écrivant du code, ça m'a paru vraiment magique. Je pense que c'est ça qui m'a attiré. Et au final, j'ai trouvé ça vraiment très simple. C'est tout de suite quelque chose qui m'a parlé. Et ouais, je me suis dirigé un peu instinctivement de ce côté-là, sans forcément me dire ouais, je veux être dev. J'ai eu un peu la même chose. J'ai fait SI aussi. J'ai découvert des premiers trucs de code et j'imagine qu'on a dû bosser sur des choses très similaires. Par exemple, à la maison, ça m'arrivait de bidouiller RPG Maker, par exemple. Je sais pas si ça te parle. Ouais. Non, bah oui, ça me parle, mais moi à la maison, j'ai rarement fait ça. Moi, j'étais plus jeux vidéo et je bidouillais mes jeux vidéo, tu vois. Moi, j'étais plus en train, tu vois, je jouais à WoW, par exemple. Et j'étais plus en train de me dire, mais attends, mais si j'essaye de décompiler des fichiers de WoW, peut-être que je peux réussir à, tu vois, à améliorer mon stuff. Enfin, tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Je vois. Où j'essayais de trouver des. Enfin, moi, j'étais beaucoup bidouille, un peu réseau aussi, tu vois, dans ce sens-là, quoi. J'ai pas les mêmes récits, mais j'ai même pas les mêmes récits, mais on est sur des schémas. Mais je pense que c'est parce qu'on est à des âges similaires et tout ça que. Ouais, je pense. Ouais. Qu'on a des expériences assez proches. Je te propose qu'on parle un petit peu du monde du travail. Du coup, avec Cooper, tu proposes du coup une plateforme de mise en relation comme il en existe beaucoup, mais la tienne propose quelque chose déjà de pratique parce que elle est orientée téléphone et aussi d'original parce qu'il y a un peu cette inspiration de faire matcher l'offre pro et le freelance. Non seulement en tant que freelance avec tes nombreuses expériences, mais aussi parce que tu as créé cette plateforme-là. J'imagine quand même que tu as un regard, une vision, un avis sur le monde du travail dans notre métier. Quelle est ton analyse, toi, un peu globalement de ce marché, de ce monde du travail qui s'offre à nous en tant que développeurs? C'est une question plutôt vaste. C'est très vaste pour que tu puisses répondre ce que tu veux. Déjà, j'ai l'impression que de plus en plus de gens, de plus en plus de devs deviennent freelance. Je sais pas si tu as constaté ça, mais après, j'ai pas de chiffres pour soutenir ce que je suis en train de dire là. Mais j'ai l'impression quand même qu'on entend plus parler de plus en plus parler de ça, et j'ai l'impression que ça se démocratise de plus en plus. Là, quand j'ai commencé en 2019, j'entendais très peu parler de freelancing, et c'est un collègue à moi qui montre une vidéo de Harry JMG, je sais pas si tu vois qui c'est Harry JMG sur YouTube. Non. Qui parlait des premières expériences de freelancing, et qui parlait de ces... Forcément, quand t'entends parler de freelance, tu dis ouais, combien je vais gagner, machin. Qui parlait des TJM et tout ça, et je me disais putain, mais c'est énorme, un TJM de freelance, c'est vraiment énorme, quoi. Mais moi, en fait, j'ai pas du tout eu peur de me lancer. Alors, je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que j'avais énormément de propositions dans ma boîte mail, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que de plus en plus de gens se lancent en freelance, et je trouve ça génial. Je trouve ça génial que les gens puissent, entre guillemets, voler un peu de leurs propres ailes et puissent diversifier leurs activités, puissent ne pas rester toujours au même endroit. Et je reviens un peu à ce que tu disais tout à l'heure sur les personnes qui restent et qui font 30-50 boîtes. Je pense que c'est pas... Enfin, alors après, chacun voit le dev comme il l'entend, mais je trouve vraiment que c'est un mode de travail qui est génial et qui est vraiment approprié à notre taf, à notre métier. Et j'espère que dans le futur, il y aura encore de plus en plus de devs freelance et que ça continuera comme ça. Est-ce que t'as pas peur que ça uberise notre métier? Après, est-ce que c'est mal d'être uberisé? Pour moi, le mauvais côté de la uberisation, c'est la baisse des revenus globale de l'ensemble des personnes qui travaillent dans le métier. Alors, moi, j'ai pas de point de vue sur est-ce qu'il y a plus de gens qui se lancent en freelance ou pas. Je sais qu'il y a un moment dans ma carrière, il y a un moment où la question du freelance n'est plus devenue un tabou. La pression sur le marché de la part des devs qui veulent devenir freelance était tellement forte, il y avait quand même besoin de faire rentrer des devs dans les équipes que les entreprises ont fini par lâcher du lest et se dire bon bah tant pis, les freelances on le fait rentrer quand même. Ouais. Que ce soit les ESN ou même les clients finaux, même quand ils ont des règles internes on fait pas rentrer des freelances même quand ils passent par des ESN, finalement ils veulent juste qu'il y ait un bout de papier signé et puis ils iront pas voir ailleurs quoi, et ils iront pas chercher plus loin. Ouais. Par contre, je trouve que c'est devenu un peu plus
plus rigoureux au niveau de la négociation des TJM. Par exemple, pour une dizaine d'années d'expérience, je trouve par exemple qu'un TJM à 400, 450, c'est léger, tu vois. Si on fait une projection sur un salaire en CDI, ça correspond à un salaire à quelque chose comme 3000 net par mois. Pour beaucoup de personnes qui sont pas dans l'informatique et qui ont des salaires plus bas, ils pourraient être choqués de se dire ouais, mais c'est quand même pas dégueulasse, tu vas pas t'en plaindre. Toujours est-il que oui, mais en tant que développeur à 10 ans d'exp, tu peux facilement prétendre à 1000 de plus. Tu le sens comment, toi? Est-ce que tu sens que c'est devenu plus dur ou pas? Ou est-ce que tu les as sentis un peu plus challengeants sur la négo? Moi, j'ai l'impression que la négo du dev, enfin la négo du TJ, c'est aussi une histoire de chance. Moi, je bosse quasiment qu'avec des ESN. J'ai très peu de contact avec les clients finaux. C'est assez compliqué de se placer, surtout en .NET où c'est des grands groupes et il faut être référencé, donc c'est particulièrement compliqué. J'arrive souvent bien à négocier mon TJ, mais en fait, je fais pas de négo. C'est-à-dire que quand le TJ est trop bas et me plaît pas, je dis ça me va pas et je prends pas la mission. Ok. Et j'arrive, jusqu'à maintenant, j'ai réussi à ne pas faire de concessions sur mon TJ et j'ai réussi à l'augmenter. Alors, c'est pas forcément énorme, mais j'ai réussi à l'augmenter à chaque fois un petit peu. À chaque fois que j'ai changé de mission, j'ai réussi à augmenter peut-être de 10, 20, 30 euros au jour mon TJ de manière régulière. Après, j'ai reçu quand même énormément de propositions sur des TJ qui étaient vraiment bien plus bas que le mien et à chaque fois, j'ai annoncé mon TJ et je leur ai dit voilà, c'est pas possible, j'accepte pas une mission à un TJ plus bas que celui que j'ai actuellement, donc bon, j'ai réussi à négocier jusqu'à maintenant, je touche du bois, voilà. Donc tu t'es pas battu non plus avec les dents, mais t'as réussi à maintenir un truc qui te convient bien et que tu trouves satisfaisant, quoi. En fait, je trouve qu'il y a un cercle vicieux, je trouve, à accepter un TJM plus faible. Plus les freelances acceptent de travailler à un TJM bas, plus ça va faire baisser le prix du marché global. Ouais. Et en fait, on va rentrer dans un cercle vicieux où au final, effectivement, tous les freelances vont être obligés, même quand tu as 10 ans d'XP, de bosser à un TJ à 400 et quelques, ce qui reflète pas forcément la valeur de leur travail. J'essaye, en tout cas, tant bien que mal, d'augmenter ce tarif, même si j'ai énormément de SN qui me contactent voilà, pour des prix, on me propose même des fois moins de 400, voilà, je dis, non, c'est pas possible, quoi. Des fois, il faut tenir tête et il faut essayer de pas rentrer dans le jeu des ESN qui essayent vraiment de tirer les prix vers le bas, et faut pas se leurrer, hein, quand une ESN vous embauche à 450 ou 420 ou voilà, et ben là vous facturez 10, 15, 20% de plus et c'est elle qui récupère l'argent, parce qu'au final, si le prix des freelances baisse, le prix de vente aux entreprises finales, lui, il baisse pas, il reste élevé, et vous faites pas de soucis, l'ESN elle négocie bien de son côté combien elle va vous revendre, donc je pense qu'il faut pas lâcher sur ce plan-là. Tu positionnes à quel TJM en ce moment? Enfin, au bout de 10 ans de carrière, du coup, c'est quoi pour toi le prix d'un développeur? Aujourd'hui, mon TJ, il est à 520. J'ai commencé à 390. 520, sachant que tu passes par les ESN, donc souvent les ESN elles prennent quoi, 15-20% la plupart du temps? Ouais, c'est ça, en gros. Ouais. Donc ça veut dire que, après, c'est une fourchette, mais je pense que je suis revendu plus de 600 € la journée, quoi. Moi, il y a une boîte où j'ai bossé en tant que freelance à 450 et chez le client, on éditait nous-mêmes la feuille qui servait en quelque sorte à faire la facture avec les achats. Enfin, c'était un fonctionnement un peu particulier, mais du coup on connaissait notre TJM et je sais que le mien chez le client final était à 550, donc il se faisait 100 € de marge. En fonction des profils, il faut pas hésiter à négocier un peu, à dire ouais, ben même si c'est 10 € par jour, tu vois, enfin des fois juste dire est-ce qu'on pourrait pas faire 510, 520, est-ce qu'on pourrait, tu vois, et des fois c'est accepté parce que des profils comme le tien et le mien, il y en a pas énormément, et des fois quand le recruteur tombe sur un profil qui correspond à ce qu'il cherche et en plus le feeling est là, tu vois, et ça se passe bien, et ben souvent ils vont faire un petit effort pour essayer de te garder parce qu'ils savent qu'ils ont pas forcément une liste de freelance comme le bras derrière qui attend. Ok, ouais, c'est vrai que faut pas oublier qu'on reste en quelque sorte en force sur le marché. Quand il y a des profils qui matchent avec des missions, ça reste un événement qui reste assez rare pour que ça soit valorisé, quoi. Ouais, tout à fait. J'espère que cette interview sur le freelancing t'aura plu. En description de cette vidéo, il y aura tous les contacts de Pierre Dufour si jamais tu veux le contacter et suivre ce qu'il fait sur LinkedIn. Il y a également la mailing list à laquelle tu peux t'inscrire pour avoir de temps en temps des emails qui parlent du monde du travail, de la tech. Et on se dit à la prochaine!